Cette année, les légendes José Aldo et Conor McGregor feront leur grand retour dans la cage à quelques semaines d'intervalle et presque 9 ans après leur affrontement légendaire. Pour le Brésilien, ce sera Jonathan Martinez en co-main event de l'UFC 301 à Rio le 4 mai et pour The Notorious, Michael Chandler le 29 juin pour l'UFC 303. Les deux anciens champions de la catégorie des featherweights vont donc se plier à l'exercice périlleux du comeback. Le retour en grâce après une longue absence est souvent le moment parfait pour un sportif de rajouter un beau chapitre à sa légende. On pense à Mohamed Ali en 1970, à la période baseball de Michael Jordan et aux fausses retraites de Floyd Mayweather, Michael Phelps ou encore Tom Brady. En MMA et plus particulièrement à l'UFC, un comeback ce n'est pas forcément synonyme de bonne nouvelle. Il y a ceux qu'on aimerait voir mais qui n'arriveront jamais, les retours avortés et puis ceux qu'on aimerait oublier. Cain Velasquez, Ronda Rousey, Luke Rockhold, Henry Cejudo, tous ces champions ont un point commun, une défaite cuisante pour leur retour dans la cage. Mais vous le savez, chez Fight Minds on est sympa et on vous a concocté le top 5 des plus grands comebacks de l'histoire de l'UFC. Alors on n'oublie pas, ce classement est subjectif, ne venez pas m'embrouiller dans les commentaires, mais partagez plutôt votre propre classement, on a hâte de vous lire. Ah et puis likez, abonnez-vous à Fight Minds si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Allez, c'est parti. En 2016, Nate Diaz est une fucking star. Vainqueur de The Ultimate Fighter en 2007, l'Américain enchaîne 19 combats en 6 ans et récolte pas moins de 11 bonus. Le petit frère de Nick rentre dans le cœur des fans avec son attitude de gangster de Stockton, sa passion pour la weed, mais surtout son style de pitbull prêt à harceler sa cible pendant 25 minutes. Mais le grand fait d'armes de Nate Diaz, c'est bien sa victoire contre Conor McGregor. L'Américain remplace au pied levé Rafael Dos Anjos 10 jours avant l'UFC 196 et à la surprise générale fait taper la superstar de l'organisation dans le deuxième round. À ce moment-là, la popularité de Nate Diaz explose et la défaite contre Conor pour la revanche 5 mois plus tard n'entachera même pas son image. Pourtant, la même année, Nate Diaz décide de faire un break, un très gros break. Alors les raisons de cette pause sont multiples, le manque d'adversité, une certaine lassitude de la cage, mais aussi et surtout des désaccords avec l'UFC niveau salaire. Nate entame pendant cette période un bras de fer avec l'organisation qui ne prendra fin que 6 ans plus tard pour son dernier combat dans l'organisation de Dana White. En 2018, Nate Diaz devient papa d'une petite fille et l'UFC annonce dans la foulée que l'Américain fera son retour contre Dustin Poirier, mais son adversaire se blesse, il faudra attendre encore un peu. Le comeback de l'Américain se fera finalement à l'UFC 241 le 17 août 2019, 3 ans après avoir quitté l'octogone. Ce soir-là, Nate est matché contre l'ancien champion de la catégorie des lightweights Anthony Pettis, connu pour son style explosif. Si les fans ont des raisons de s'interroger sur la motivation de Nate, il n'en est rien. Diaz domine Pettis dans tous les domaines et annule notamment son jeu grâce au clinch. Le comeback est plus que réussi. La suite sera en demi-teinte pour Nate Diaz, une défaite par arrêt du médecin contre Jorge Masvidal pour la ceinture BMF, un momentum sacrifié pour une photo légendaire contre Leon Edwards et un dernier combat à l'UFC assez pathétique contre Tony Ferguson. Aujourd'hui, Nate Diaz est boxeur et fait régulièrement miroiter un éventuel retour à l'UFC, peut-être pour mettre un chapitre final à sa rivalité avec Conor McGregor. Qui sait? Si vous entendez comeback et UFC dans la même phrase, il y a de grandes chances que vous pensiez à Jon Jones en train d'écarter les bras, les yeux fermés sur la musique de P. Diddy. Il faut dire que dans les mois qui ont précédé ce retour, l'Américain a bien failli tout perdre. Prodige ultime du MMA, Jon Jones devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC contre Shogun Rua et se lance dans un run légendaire. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson et bien sûr sa rivalité avec Daniel Cormier. C'est d'ailleurs à l'époque du premier affrontement entre les deux hommes que le monde découvre le côté obscur de Jon Jones, ou bien peut-être son vrai visage. Un mois avant l'UFC 182, Jon Jones est contrôlé positif à la cocaïne, mais s'en tire avec seulement une amende, les drogues récréatives n'étant interdites que pendant la compétition. Le combat contre Daniel Cormier a donc bien lieu, Jones remporte le duel ainsi que le bonus de combat de la soirée et s'apprête donc à défendre sa ceinture pour la 9e fois contre Anthony Johnson. Pourtant, le 27 avril 2015, Jon Jones est impliqué dans un accident de la route dont il est le seul responsable. Après avoir grillé un feu rouge avec sa voiture de location, l'Américain provoque la collision de 2 véhicules et s'enfuit de la scène, laissant ainsi une femme enceinte blessée dans son habitacle. Jon Jones reviendra quand même sur les lieux, mais pour récupérer du cash dans sa boîte à gants avant de s'enfuir une seconde fois. Le lendemain, la décision de l'UFC tombe, Jon Jones est destitué de son titre, retiré des classements et suspendu indéfiniment. Bon, au final, la suspension ne va pas durer très longtemps, 6 mois après son annonce, et Jon
John Jones doit disputer une revanche contre Daniel Cormier, devenu champion de la catégorie entre-temps. Finalement, Cormier se blesse et c'est Ovin Saint-Preux qui le remplace avec au bout une ceinture intérimaire pour un des deux combattants. John Jones fait son entrée emblématique, domine outrageusement Ovin Saint-Preux, remporte la ceinture intérimaire avant de se faire une nouvelle fois destituer, cette fois-ci pour dopage. Dommage, parce que oui, peut-être que les plus gros comebacks de John Jones se sont faits devant des commissions athlétiques ou bien carrément dans la rubrique des faits divers. Et au bout du compte, John Jones nous aura quand même fait un autre comeback retentissant en soumettant Cyril Gane pour le titre poids lourd en 2023. Voilà, pour John Jones, on va désormais se concentrer sur des comebacks un peu plus inspirants si vous le voulez bien. Quand on y pense, le mec a quand même fait son retour sur un morceau de P. Diddy. Ça a mal vieilli tout ça. En 2013, l'UFC ouvre sa catégorie des bantams féminines et recrute donc plusieurs combattantes pour challenger la championne et superstar Ronda Rousey. Kat Zingano fait partie de cette première vague et elle est même la première maman à combattre dans l'octogone. Avec son mari et coach Mauricio, elle élève un petit garçon, Brayden, né en 2006. En 2013, donc, tout sourit à Kat Zingano. Dans la 17e édition de The Ultimate Fighter, elle éteint Miesha Tate dans le 3e round et récolte en même temps le bonus de combat de la soirée. Cette victoire doit être une étape importante pour lancer définitivement la carrière de l'américaine. En battant Miesha Tate, Zingano récupère la place de coach pour la prochaine saison du TUF contre Ronda Rousey, ce qui veut dire plus de fame, plus d'argent, plus de clients pour sa salle de sport et surtout un title shot assuré contre la championne de l'époque. Pourtant, 6 jours avant le tournage, tout s'écroule. Kat Zingano se blesse à l'entraînement, déchirure complète du ligament croisé antérieur ainsi que du ménisque. Pas de The Ultimate Fighter donc, et surtout pas de chance pour le titre. À la maison, c'est de pire en pire. Son mari et coach Mauricio vit très mal la situation et s'éloigne progressivement de sa famille. Un beau jour, le couple s'accorde pour se donner un rendez-vous afin de pouvoir aller de l'avant, mais Mauricio est introuvable le jour J. Lorsqu'elle se rend chez lui, elle trouve 2 hommes en train de charger un sac mortuaire dans un van. Mauricio s'est suicidé à l'âge de 37 ans. Pendant près d'1 an et demi après sa victoire contre Miesha Tate, Kat Zingano vit donc un véritable enfer et c'est un petit miracle de la revoir dans l'octogone. Pour son retour, l'UFC ne lui fait pas de cadeau, elle fait face à Amanda Nunes, la future GOAT de la division. Le premier round est très compliqué pour Zingano qui manque de se faire terminer par Nunes, mais l'américaine trouve un second souffle et gagne le 2e round avant de terminer son adversaire dans le 3e. Suite à cette victoire, Kat Zingano aura finalement droit à sa chance pour le titre, malheureusement balayé en 14 petites secondes par Ronda Rousey. Défaite mise à part, Zingano déclare plus tard que Ronda Rousey fut une source d'inspiration pour élever son enfant, la championne ayant également perdu son père à l'âge de 8 ans, là aussi par suicide. Kat Zingano ne sera finalement jamais championne, mais ce soir-là contre Nunes, elle signe un des plus beaux retours de l'histoire du MMA. Une des choses les plus compliquées dans une carrière sportive, c'est de savoir gérer sa sortie. Le MMA ne déroge pas à la règle et les légendes font régulièrement leurs adieux sur un brancard. Le dernier combat de Georges St-Pierre ressemble en revanche à une soirée parfaite. Avant cela, le Québécois était déjà un habitué des comebacks, il y a d'abord eu cette revanche contre Matt Serra, puis quelques années plus tard, un retour contre Carlos Condit après 567 jours d'absence liés à une blessure. Après cette victoire, GSP défend sa ceinture et passe à 2 doigts d'une défaite contre Johnny Hendricks. Peut-être marqué par cette victoire controversée, Saint-Pierre annonce vouloir faire une pause dans sa carrière et abandonne sa ceinture 1 mois plus tard. Dans les coulisses, on sait que le Québécois va revenir, encore faut-il savoir quand et contre qui. Une blessure au genou ainsi que des négociations avec l'UFC retardent le comeback et c'est plus de 3 ans plus tard que les deux parties arrivent à se mettre d'accord. Georges St-Pierre vise alors un combat pour le titre des middleweights contre le champion de l'époque, Michael Bisping. Le Britannique avait précédemment créé la surprise en prenant la ceinture à Luke Rockhold sur un des short notice les plus dingues de l'histoire du sport. Finalement, le combat est annulé, on parle de Tyrone Woodley chez les welterweights, mais Dana White n'est pas convaincu par les performances de l'américain, on revient donc au plan d'origine. Au final, Bisping Saint-Pierre a lieu lors de l'UFC 217, presque 4 ans après la dernière apparition de GSP dans un octogone. Pour sa montée dans la catégorie supérieure, Rush arrive dans la cage, gaulé comme un putain de frigo, comme le décrira plus tard Michael Bisping. Le combat est violent, sanglant et c'est finalement GSP qui s'impose par étranglement arrière dans le 3e round. Ce soir-là, Georges St-Pierre devient le 4e athlète à remporter une ceinture dans 2 divisions différentes et son combat est plus suivi que Conor McGregor contre Floyd Mayweather au Canada. Des soucis de santé pousseront GSP à abandonner sa ceinture, on parlera un temps d'un combat contre Nate Diaz, mais aussi et surtout d'un choc contre le champion des lightweights, Khabib Nurmagomedov. Les deux combattants ont d'ailleurs le point commun d'avoir réussi leurs adieux au sport, puisque
puisqu'en 2019, Georges St-Pierre officialise sa retraite dans une conférence de presse à Montréal. Il l'affirme, pas de retour possible en MMA pour Georges St-Pierre, mais on devrait le revoir bientôt pour des combats de grappling, à suivre donc. En attendant, on peut se régaler en parcourant les réseaux sociaux de Georges, parce que Georges is a character, ok? Avant de dévoiler le numéro 1 de ce classement des plus beaux comebacks à l'UFC, voici quelques mentions honorables. Et oui, à la première place de ce classement, on retrouve le plus grand bantamweight de tous les temps, j'ai nommé Dominick Cruz. Alors, les plus jeunes ne sont peut-être pas au courant, mais Cruz fut un des plus grands talents de sa génération. Champion du WEC, Dominick Cruz devient, comme José Aldo, champion de sa catégorie à l'UFC lorsque l'organisation rachète son concurrent. Dans la cage, l'Américain impressionne par son style atypique, basé sur un footwork révolutionnaire pour l'époque et assez troublant pour ses adversaires. Son agilité lui permet d'enchaîner les combinaisons et ses mouvements de jambes sont basés sur des patterns précis dont il donnera la recette plus tard. Avec ses armes, Cruz devient un champion dominant à l'UFC, il défend sa ceinture contre Uriah Faber et Demetrius Johnson, personne ne semble pouvoir le détrôner, enfin si, son propre corps. Alors qu'une participation à The Ultimate Fighter et une trilogie contre Uriah Faber semblent se profiler, Dominick Cruz se blesse, rupture du ligament croisé. L'annonce est faite le 7 mai 2012, quelques mois plus tard, l'Américain repasse sur le billard, son corps rejette la greffe d'un ligament prélevé sur un défunt, son retour est encore retardé. Pendant ce temps-là, la catégorie avance sans Dominick Cruz, mais on croit toujours à son retour. Renan Barão devient champion intérimaire en battant Uriah Faber et le Brésilien le restera 2 ans, défendant même sa ceinture à 2 reprises. Pendant ce temps-là, Dominick Cruz, toujours champion, se prépare pour l'unification, mais une autre blessure le remet sur la touche, une déchirure de l'aine. Cette fois-ci, Dana White décide que la catégorie doit avancer sans lui, le combat est annulé et Renan Barão est promu champion de la catégorie des bantamweights. Avec les mois qui passent, plus grand monde ne croit au retour au très haut niveau de Dominick Cruz. La catégorie qu'il dominait si bien par le passé trouve même un nouveau roi, TJ Dillashaw, vainqueur de Renan Barão. Pourtant, Dominick Cruz n'en a pas fini avec le sport. Le 27 septembre 2014, l'Américain fait son retour dans la cage contre Takeya Mizugaki et c'est déjà un petit miracle. À la surprise générale, il ne faudra qu'une minute à Cruz pour terminer le japonais. On ne l'avait plus vu dans une cage depuis 1092 jours. À l'époque de son combat contre Demetrius Johnson, Dominick Cruz était sur une série de 10 victoires, dont 4 défenses de titre. Mais le véritable comeback se fera 2 ans plus tard, cette fois-ci pour le titre contre TJ Dillashaw. Alors pourquoi 2 ans? Eh bien parce qu'entre-temps, Cruz s'est encore fait les croisés, mais cette fois-ci sur l'autre genou. Pourtant, ce soir-là, Dominick Cruz réalise l'impossible, il bat TJ Dillashaw dans un combat épique, 4 ans après son dernier title fight. L'Américain retrouve donc une ceinture qu'il n'a jamais vraiment perdue. Alors des blessures, Dominick Cruz en connaîtra d'autres, notamment pendant le camp pour préparer le combat contre Cody Garbrandt, l'homme qui lui prendra la ceinture par la suite. Suite à ça, un autre break de 4 ans, miné par des blessures, et une dernière chance pour le titre contre Henry Cejudo, malheureusement perdu par TKO. Alors oui, contre TJ Dillashaw, Dominick Cruz a signé le plus grand comeback de l'histoire du MMA, mais les fans se poseront toujours cette question: que serait devenu Dominick Cruz sans toutes ces blessures? Voilà, c'est terminé pour ce top, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à proposer des sujets pour des prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis ciao.